Alors, les histoires de France, c'est le deuxième volet d'un cycle qui comprendra au moins 3 romans, mais peut-être plus, qui est donc l'histoire de Franz Farkas et d'Abraham Farkas, le fils et le père. Et dans ce deuxième volume, qui suit donc Abraham et fils, dans ce deuxième volume, Franz a entre 14 et 17 ans. Et ça suit en parallèle, lui, sa vie au lycée, ses relations avec ses camarades de lycée, et d'un autre côté, la vie de sa mère adoptive, de sa sœur et de son père. Son père et sa mère sont très impliqués dans la santé des femmes et dans la libération féminine, en particulier de la contraception. Sa sœur suit une voie qui n'était pas prévue, les lecteurs découvriront, et puis Franz, lui, il rencontre des camarades et des profs aussi au lycée qui vont lui faire découvrir des choses auxquelles il n'avait jamais pensé. Et il va réexplorer l'histoire coloniale française au travers de l'enseignement de ses profs, mais aussi au travers de ses camarades qui eux-mêmes ont été marqués par l'histoire de la colonisation faite par les Français dans 3 grandes régions du monde. Et donc c'est un livre sur l'adolescence. Il y a beaucoup de questions de qu'est-ce que c'est qu'être un garçon adolescent dans les années 60, avec toutes les misères et les problèmes qu'on peut avoir quand on ne comprend pas pourquoi on a des réactions physiologiques quand on croise les filles, pourquoi on a de l'acné sur le visage ou partout et qu'on a l'impression d'être un monstre, pourquoi on se pose des questions auxquelles les adultes n'ont pas de réponse. Et voilà, d'où viens-je, qui suis-je, où vais-je et combien de tout cela va-t-il me coûter? En fait, ça se présente, mais on le comprend petit à petit, ça se présente comme un dossier qui est un dossier de candidature. Franz s'est porté candidat à quelque chose d'un peu particulier dont on comprendra tout à fait la nature qu'à la fin du livre, parce que ça fait partie de la découverte du livre. Mais donc, son dossier, enfin tous les chapitres sont plus ou moins soit des parties du dossier, soit ce qui n'est pas dit dans le dossier. C'est-à-dire que quelqu'un au début se met à lire le dossier de Franz, dans lequel il y a une longue autodescription, et évidemment l'autodescription c'est une chose, mais tout ce qui n'est pas dans l'autodescription est raconté aussi en parallèle. Donc il y a une multitude de points de vue, c'est-à-dire la façon dont il se voit, mais aussi la façon dont les autres le voient, ce qui leur est arrivé, qui est raconté de façon polyphonique. Alors à la différence des romans précédents où en général il y a une personne qui écoute toutes les autres, là tout le monde parle et en fait les points de vue se réunissent sous différentes formes écrites, orales, des entretiens, des confidences, etc. qui ont lieu parfois beaucoup bien après le propos du livre, puisqu'il y a au moins 2 chapitres dans lesquels des gens racontent quelque chose et ça se passe en 2009 ou en 2010 alors que l'histoire se passe dans les années 60. Donc il y a beaucoup de points de vue comme ça qui font partie de ce dossier de façon évidemment métaphorique, parce que tout ne peut pas être dans ce dossier, mais justement c'est l'idée de est-ce que la vie de quelqu'un se résume aux descriptions que les gens en font, ou bien est-ce qu'il y a beaucoup plus de choses que ça? Oui, alors il y a les différentes parties portent les titres des périodes qu'on étudie au lycée. Alors il y a l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'Ancien Régime, les révolutions et puis les temps modernes. Et c'est comme ça aussi que l'adolescence de Franz est structurée. Et puis quelque chose aussi moi que j'aime beaucoup, c'est que tous les chapitres portent des titres qui existent déjà, c'est-à-dire il y a soit des titres de livres, soit des titres de films, soit des titres de chansons, soit alors de temps en temps il y a des choses qui ne sont pas ça, mais c'est une manière d'introduire de l'intertextualité et des allusions culturelles à l'intérieur du livre sans les faire citer de façon un peu plate par les personnages. Des fois ils en citent bien entendu, mais c'est aussi une manière de placer les chapitres ou ce qui va être raconté dans le chapitre sous la tutelle ou le totem d'un auteur ou le totem d'un livre ou de quelque chose qui a beaucoup compté pour les personnages. Je ne sais pas si c'est une volonté de vouloir tout raconter plutôt que d'exprimer, de saisir des instants qui sont des instants qui restent longtemps sous la forme de phrases, sous la forme de paroles de chansons, sous la forme de slogans. Et c'est des choses qu'on garde très longtemps. Moi, c'est ce qui m'arrive. Je pense encore. Il est interdit d'interdire. Pour moi, c'était un slogan qui m'avait beaucoup frappé. Et ça reste
comment dirais-je, très vivant pour moi. Donc c'est plutôt que d'être encyclopédique, parce qu'on peut pas être encyclopédique, c'est plutôt d'essayer de capturer, ou en tout cas d'évoquer une période par les mots, et non pas par les images, mais par des images très fragmentaires auxquelles tout le monde peut avoir accès, plutôt que par des descriptions extrêmement, ou des fresques extrêmement détaillées, que d'abord je ne saurais pas faire, et puis qui peuvent être passionnantes si c'est fait par la plume de quelqu'un qui sait faire, mais qui peuvent être aussi extrêmement lourdes. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de provoquer des flashs. Enfin, puis il y a des gens qui verront dans le flash. Enfin, le flash va leur évoquer, un titre de chanson va évoquer toute une soirée ou tout un été, etc. Un film va leur évoquer des choses. Mais et puis d'autres, rien du tout. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que finalement la complicité que je crée avec le lecteur ou la lectrice va être individuelle. Parce que je vais mettre beaucoup de choses qui sont personnelles, puis il y a des gens qui vont accrocher à certaines, d'autres à d'autres, mais je cherche pas à être exhaustif, je cherche surtout à être évocateur de façon juste de périodes ou de moments que moi-même j'ai traversés en retrouvant les mots de l'époque. L'idée, c'est que je n'écris pas de l'autofiction, je réécris pas le roman de ma vie. J'écris plutôt des romans sur des possibles que je n'ai pas vécu. Ce qui arrive à Franz au lycée, ça m'est pas arrivé. J'aurais voulu que ça m'arrive. Donc j'ai déjà fait tout ça dans Les Trois Médecins. Dans Les Trois Médecins, j'ai réinventé mes études de médecine en me faisant vivre, avec camarades, des choses qu'on n'avait pas vécues, mais qui auraient pu être vécues. Alors c'est plus une sorte de et si j'avais été ceci ou cela, et si j'avais rencontré un tel et un tel. Et alors évidemment, ce qui m'amuse, c'est de bien montrer qu'il ne s'agit pas de moi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Franz Farkas va aller à la bar mitzvah de Marc Zaffran, qui n'est pas encore Martin Winkler, qui n'a même pas encore l'idée qu'il prendra ce genre de pseudonyme un peu plus tard. Parce que je voulais revisiter ma bar mitzvah, mais je voulais pas raconter ma bar mitzvah directement. Je pensais que c'était plus drôle si quelqu'un la racontait à ma place. Alors c'est Franz qui la raconte, et ça m'a fait bien rire de faire ça. C'est aussi une manière de marquer la distance entre la réalité et la fiction. Quand je fais faire des exercices d'ateliers d'écriture à des gens qui font des ateliers d'écriture, je leur fais faire ça, je leur fais écrire un excellent souvenir d'enfance raconté par quelqu'un d'autre qu'eux. Et ça donne des résultats extraordinaires. Et je leur dis, voyez, avec de l'autobiographique, vous venez de faire de la fiction. C'est forcément un livre à message, parce qu'un auteur, il véhicule toujours sa propre idéologie dans ses livres. Alors, moi, mes messages sont assez simples. C'est que je pense qu'on fait plus de choses en collaborant qu'en se tapant dessus. Et que d'ailleurs, l'humanité a probablement fait beaucoup plus de choses de manière coopérative et collaborative que de manière conflictuelle. Alors, j'essaye de présenter plutôt des personnages qui essayent de faire des choses positives et concrètes. Parfois, ils peuvent pas, parce que la situation les en empêche, mais j'essaye toujours de présenter des personnages qui essayent d'aller de l'avant, et puis d'aller de l'avant ensemble, pas d'aller de l'avant contre les autres. Alors, je ne sais pas si c'est édifiant, je pense que c'est plus une question de perspective. Je crois que pour moi, l'héroïsme, je sais pas comment dire. Quand une infirmière décide de collaborer avec son chef de service pour faire des avortements clandestins pour que les femmes meurent pas, je trouve pas ça héroïque. Je trouve que c'est moralement juste. Après, c'est pas eux de dire si c'est héroïque ou pas. Enfin, je veux dire, c'est moralement juste. J'essaye d'écrire des personnages qui sont pris dans des conflits moraux et de décrire ce que c'est que la différence entre prendre une position moralement juste et une position qui ne l'est pas. Après, c'est ma perspective. Chacun a le droit d'agréer ou de désagréer et de me trouver manichéen s'ils veulent. C'est leur droit, et puis c'est pas grave. Mais voilà, il y a des auteurs qui décrivent le monde de façon extrêmement négative et
est sombre, et c'est leur droit le plus strict, et c'est leur façon de voir le monde, et je pense que il y a une place dans la littérature pour toutes les formes de description du monde. Moi, ma description du monde, c'est plutôt une description dans laquelle les gens essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Oui, moi j'ai grandi en lisant des romans populaires. Les livres Abraham et Fils et l'Histoire de France sont paginés comme l'édition que j'ai à la maison des aventures d'Arsène Lupin, c'est-à-dire que les chapitres ne sont pas séparés par des pages blanches, mais ils s'enchaînent les uns après les autres. Et dans mes Arsène Lupin, c'est comme ça. Et donc c'est aussi pour renforcer cette idée qu'on est dans du roman, comme du roman pour jeunes adultes, quoi. Et moi, je suis toujours un jeune adulte, et j'espère qu'il y a des jeunes adultes qui lisent mes livres, et qu'il y a des jeunes adultes de mon âge qui lisent des livres. Donc, pour moi, la culture, il n'y a pas deux cultures, il y a une culture. Et dans la culture, il y a des tranches ou des domaines de culture qui sont considérés comme populaires, mais qui peuvent devenir de la culture d'élite aussi, si des élites s'avisent de son... Bon, je pense qu'il n'y a pas de différence, et je suis très anglo-saxon à ce niveau-là, parce que les anglo-saxons font pas de différence. Il y a des groupes de classes, mais la culture elle-même, elle appartient à tout le monde. Barack Obama peut citer Star Trek dans un discours, et c'est pas un problème. Tout le monde sait de quoi il parle. Et moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que la culture appartient à tout le monde, donc tout le monde doit pouvoir l'utiliser de façon horizontale et transversale. Et je veux pouvoir parler de la culture dans laquelle j'ai grandi, qui était la culture dite populaire, bien avant que je lise de la littérature blanche ou sérieuse ou expérimentale ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est la même chose. Donc c'est aussi un livre qui se passe à l'adolescence, donc forcément cette adolescence, sa culture, c'est la culture populaire, c'est pas Proust et André Gide, pas à son âge. Et puis ce ne sera peut-être jamais d'ailleurs, enfin moi ça l'a jamais été, donc voilà, donc je trouve que c'est important aussi de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on aime, et de dire c'est ça que je connais, c'est ça que j'aime, et je suis content d'en parler avec vous qui peut-être aimez ça aussi. Oui, alors moi j'étais trop jeune pour participer à 68, j'avais que 14 ans, mais ça a laissé des traces durables, et dans les années 70, c'est-à-dire dans la décennie qui a suivi, on a senti les suites de 68 et des années 60. Et je voulais métaphoriser ça sous la forme de 4 profs qui décident de faire un enseignement horizontal et transversal, un prof d'anglais, un prof de français, un prof de biologie, un prof d'histoire, qui décident de se mettre en commun, de faire un projet pédagogique commun et d'emmener leurs élèves dans ce projet pédagogique. Et pour moi, voilà, je décris une utopie à l'intérieur des années 60 qui sera de courte durée, mais qui va avoir des effets durables sur ses participants, sur les élèves, parce que cette utopie, même si elle n'a pas eu lieu dans la réalité, elle a eu lieu dans les têtes. Et là, je voulais la concrétiser sous la forme d'un récit de fiction, encore une fois, et si. Et j'ai eu des profs qui étaient porteurs de cet esprit, qui n'ont pas pu le réaliser comme ça, mais qui auraient, si on leur avait donné l'occasion, pu le faire. Donc je leur ai je leur ai donné l'occasion de créer leur moment d'utopie et de m'y embarquer avec eux pendant les années 60, parce qu'effectivement, sur le plan moral, culturel, intellectuel, émotionnel, ça a été très important. Même si ça n'a pas eu lieu dans la réalité. Le cinéma, c'est quelque chose de très important. Moi, j'aurais adoré avoir un ciné-club au lycée, donc je me suis inventé le ciné-club idéal, avec des films, tous des films d'époque, bien entendu, des films que j'ai vus pour certains à cette époque ou un peu plus tard, mais des films aussi que je n'ai pas vus et que j'aurais adoré voir. Il y a des films québécois qui sont cités dans le programme du ciné-club. Le programme du ciné-club, c'est un inventaire à la Pérec, parce que c'est juste le programme avec les films et les fiches signalétiques des films. Mais si j'avais été prof à la fin des années 60, ce que j'aurais montré à mes élèves pour leur faire réfléchir au colonialisme, à la situation, la lutte féministe, au conflit économique, au conflit entre les langues, etc. Et au conflit entre, par exemple, les adultes et les adolescents. Yves, c'est tout à fait ça. Pour moi, c'était important parce que il dit des choses importantes, ce prof québécois qui s'appelle Rick.
dit des choses importantes qui ont lieu au Québec à ce moment-là. Et alors je tenais à signaler aux lecteurs attentifs qu'il y a un chapitre qui est entièrement raconté par lui, Richard Lamontagne, Rick Lamontagne. Et Rick Lamontagne raconte quelque chose qui est un épisode très important du livre auquel il a assisté et que personne d'autre ne connaît. Et il le raconte, et comme il est très ému, il le raconte avec ses québécismes. Je tiens à signaler, c'est très important pour moi, que j'ai fait relire le chapitre par un grand spécialiste du français du Québec, qui s'appelle Benoît Mélençon, qui travaille à l'Université de Montréal, qui m'a fait l'honneur de me confier une charge de cours il y a quelques années de création littéraire, et je lui ai demandé de le relire, et non seulement il a corrigé mes erreurs, parce que je ne maîtrise pas complètement le français du Québec, non seulement il a rectifié mes erreurs, mais il m'a aussi indiqué des trucs de langue que j'aurais pas eu l'idée d'utiliser parce que je les utilise pas d'habitude. C'est donc un chapitre qui est entièrement vérifié par l'université, hein. Donc on me dise pas, ouais, votre québécois il parle pas québécois. Si, il parle québécois, il parle vraiment québécois. Non, c'est pas dur d'écrire. Ce qui est dur, c'est de pas arriver à écrire. Ça, c'est dur. Si je me lève le matin et que j'arrive pas à m'y mettre, ça, c'est dur. Ça me fait de la peine. Mais quand je me mets à écrire, là, j'écris. Alors, c'est quand même 5% d'inspiration, 95% de transpiration. Parce que écrire, c'est un premier jet, un deuxième jet, on revient derrière, on corrige, on remonte, on déplace un chapitre. C'est de la construction aussi. C'est exactement c'est la métaphore que Pérec utilise dans la vie mode d'emploi, c'est on fabrique un puzzle, et aussi on fabrique le labyrinthe dont on se propose de sortir parce qu'on sait que le lecteur va passer derrière ou la lectrice va passer derrière. Donc il y a un grand plaisir à le faire. Moi j'aime ça, je souffre pas quand j'écris, c'est quand j'écris pas que je souffre. Quand j'écris, je souffre pas. Mais c'est du travail. Cela étant, quand on fait un travail qu'on aime, on voit pas le temps passer, on est dans son travail, on est concentré. Tous les gens qui travaillent, qui font de l'artisanat ou même qui réparent leur maison, s'ils font quelque chose qu'ils ont envie de faire et qu'ils aiment, oui, c'est un travail, bien sûr, on est fatigué à la fin, mais on se sent pas exploité puisqu'on est son propre maître. On fait ça parce qu'on a envie de le faire, on est guidé par son désir. Alors, il y a des flux qui sont créés par le lecteur parce que mon frère s'appelle vraiment Mick et ma sœur s'appelle vraiment Claude. Enfin, il s'appelle Michel, mais on l'appelle Mick. Donc, tu vois, tu es l'exemple parfait du lecteur qui construit quelque chose en croyant que c'est dans le texte, mais qui en fait le construit avec son cerveau, parce que voilà. Donc, non, c'est ça qui est beau, c'est que la rencontre de la pensée, et de la connaissance et de la culture du lecteur rajoute des couches à ce que tu écris, à ce que j'écris. Il y a des choses que les gens construisent entièrement, et moi je suis ravi parce que s'ils peuvent construire sur ce que j'ai écrit, c'est que j'ai bien fait mon boulot. C'est que ça les enferme pas. Moi je veux pas faire des livres, je veux pas écrire des livres dans lesquels les lecteurs n'ont pas de place. Les livres que j'ai adorés, c'est des livres dans lesquels moi aussi j'avais ma place. Et dans lesquels je pouvais rajouter des choses qui n'y étaient pas à proprement parler. C'est les livres dans lesquels je pouvais imaginer la suite d'une histoire qui s'arrêtait, comment dirais-je, sans se poursuivre. C'est des livres dans lesquels je peux imaginer un personnage sous une forme alors qu'il est décrit sous une autre forme. Voilà. Donc si le lecteur peut faire ça avec mes livres, j'en suis très heureux. La lectrice peut faire ça avec mes livres, j'en suis très heureux parce que c'est ça un livre. Un livre, c'est une fusée porteuse. Un livre, c'est pas un univers, c'est la fusée qui t'emmène dans l'univers. Et tu dois pouvoir l'explorer et l'habiter comme tu veux. Ils ne sont pas autobiographiques, ils sont autotopographiques. C'est-à-dire que le cadre ressemble à celui dans lequel j'ai grandi, mais ce qui arrive à France ne m'est pas arrivé. C'est des aventures imaginaires. Donc on ne peut pas dire que des aventures imaginaires sont autobiographiques. Mais forcément, comme c'est inscrit dans une époque dans laquelle j'ai grandi, forcément il y a des éléments que je connais. Pour te donner un exemple, il y a un personnage qui s'appelle Frank Roth, qui est un ancien GI de la guerre de 40, qui est présent dans les deux romans, et qui est un dessinateur de comic books. Bon.
Alors, moi, j'ai pas connu de GI de la guerre de 40 qui était un dessinateur de comic book. Mais j'ai connu un peintre qui dessinait aussi des petits Mickey, comme il disait. Et puis, j'avais un héros de comic book préféré qui était un GI de la guerre de 40 qui s'appelait Frank Rock. J'ai changé son nom. Et j'ai dit, ben, Frank Rock va devenir... Bon. Donc, j'en ai fait un personnage de roman à partir d'une personne réelle et d'un personnage complètement imaginaire. Donc, évidemment qu'on puise dans son expérience autobiographique, mais c'est des gens qui n'ont pas existé. Ils n'existent que dans les livres, enfin dans mes livres. Alors, en revanche, la période, et puis aussi, là où c'est pas du tout autobiographique, où c'est au contraire, c'est un projet... c'est une sorte de projet de réparation. C'est un projet de réparation parce que je crois que quand on est enfant et adolescent, on voit les choses nous passer autour sans vraiment y participer. Et il y a plein de choses auxquelles j'aurais voulu participer. Et c'est une façon d'y participer a posteriori, mais de donner, voilà, de donner une existence, de redonner une existence à des événements ou à des sensibilités ou à des faits que j'étais trop jeune pour vivre, quoi. Mais en étant, justement, sans être, entre guillemets, sans faire de mes personnages forcément les héros de ces événements, mais des acteurs, oui, des acteurs, oui. C'est pas, moi, je pense que si déjà on est un acteur engagé, ça fait pas de nous forcément des héros, mais ça fait de nous au moins des humains utiles aux autres. Alors, je crois que c'est très important, ça. Pour moi, c'est important d'être que ma vie ne soit pas juste la vie que je vis pour moi, mais qu'elle soit qu'elle contribue à rendre la vie des autres moins pénible ou plus riche. Alors ça, c'est être acteur, à mon avis. Quand on peut être acteur, et on peut pas toujours, mais quand on peut être acteur, c'est bien. Bah, tu disais, tout à l'heure, tu disais, on voit que tu t'amuses beaucoup. Et l'écriture, c'est, écrire et écrire des... Moi, ce que je préfère écrire, c'est des romans. J'aime beaucoup écrire des pamphlets ou des livres de critiques, etc. Je me force pas. Mais ce que je préfère écrire, c'est des romans parce que c'est là que je m'amuse le plus. Parce que je fais ce que je veux. Bon. Et ça rejoint tout à fait la philosophie de ma compagne qui dit « si c'est pas le fun, faut pas le faire ». Donc voilà. Donc oui, j'écris des romans en m'amusant et je les fais parce que c'est le fun. J'espère que ce fun, les lecteurs le sentent et le ressentent, mais moi j'ai beaucoup de fun à écrire et je suis content de l'avoir fait. Donc quoi qu'il arrive, je suis très heureux. En plus, j'ai la chance d'être publié par un éditeur qui aime ce que je fais, donc que demande le peuple.